you not entertained? On espère que la réponse sera positive en écoutant cet épisode de Paroles d'Histoire pour parler de Gladiator, le film de Ridley Scott sorti en 2000, avec nos experts de Rome et de ses représentations que vous commencez à bien connaître, Vivien Barrière, maître de conférence à Cergy Université, bonjour. Bonjour. Et Clément Salviani, doctorant à Paris 1, ATER à l'Université Bordeaux-Montaigne, en pleine rédaction, qu'on remercie de s'être joint à nous. Bonjour Clément. Bonjour. Pour une discussion évidemment pleine de spoilers, si vous ne savez pas ce qui arrive à Maximus et à Commode, hâtez-vous de voir le film avant de reprendre l'écoute du podcast. On va parler de ce film sorti en 2000 qui a été sans doute un événement dans le monde des gens qui s'intéressent à Rome, dans le monde du cinéma, parce qu'il a vraiment engendré une véritable renaissance du péplum, a donné ensuite lieu à de nombreux films dont on parlera peut-être, et un film évidemment incontournable quand on s'intéresse aux représentations de Rome. Ma première question serait, quel est votre rapport à ce film, à la fois très important et en même temps très déconcertant quand on connaît bien l'histoire romaine. Clément, qu'est-ce que vous pensez de Gladiator ? Moi, c'est un film que j'ai adoré quand j'étais adolescent. Il est sorti quand j'avais une dizaine d'années et pour moi, il s'est intégré dans une série de grands films épiques, de renouveau de la grande fresque épique au cinéma, puisque pour des raisons à la fois de mise en scène et de musique, on trouve dans Gladiator ce qu'on retrouve ensuite un peu dans Pirates des Caraïbes, c'est Hans Zimmer, on retrouve un peu le thème naissant de Pirates des Caraïbes dans Gladiator. On retrouve dans Gladiator la puissance évocatrice du monument antique, de la ville romaine antique, même si c'est complètement fantasmé, et on retrouve cette épopée d'un homme. Et donc c'est vrai que dans les débuts des années 2000, il y a eu les Trois Seigneurs des Anneaux qui sont sortis, donc là aussi une fresque épique, une saga, une épopée. On peut d'ailleurs penser que Marc Aurèle a inspiré Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, le Marc Aurèle de Gladiator, il y a un petit air de ressemblance. Oui, il y a un petit air de ressemblance, et puis d'ailleurs l'acteur qui joue Marc Aurèle joue Dumbledore dans les premiers Harry Potter, donc voilà, c'est un moment qui... cinématographiquement a marqué tout adolescent né dans les années 90, puisque en 7-8 ans sont sortis des nouveaux Star Wars, les Harry Potter, Gladiator, Alexandre, Le Seigneur des Anneaux, donc ça a été un moment pour le cinéma mondial marqué par l'épopée, par la fresque tragique en même temps. Donc moi voilà, j'ai adoré le film quand j'étais adolescent, mais il m'était complètement finalement tombé aux oubliettes quand j'ai commencé l'université. C'était pas le genre de film qui m'avait marqué plus que ça sur le plan historique. Pour moi c'était plus un opéra, un drame à la Shakespeare, plus qu'un film historique, et je ne le revois que sous ce mode-là finalement. Vivien ? Oui, alors moi j'étais un petit peu plus âgé. Enfin, c'est un film qui m'a marqué, qui m'a enthousiasmé. Il fait partie des mauvaises raisons qui m'ont motivé à continuer dans l'histoire romaine. De même que quand j'ai vu les films d'Indiana Jones quand j'étais beaucoup plus jeune, ça peut expliquer pourquoi je me suis tourné par la suite vers l'archéologie. C'est un film. Il y a un souffle épique qui est porté par la musique. Il y a des grandes scènes de bataille comme la restitution de la bataille de Zama qui a lieu donc à Rome dans le Colisée. Il y a toute une série de scènes qui sont vraiment très, très réussies, très efficaces. C'est vrai qu'en regardant le film, on peut trouver des longueurs, toute une série de choses sur lesquelles on reviendra. Mais moi, ça reste vraiment un bon souvenir, et c'est un film que j'ai plaisir à revoir, même si ça n'arrive pas non plus chaque année. Ouais, c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à revoir, mais peut-être plus à revoir par séquence qu'en intégralité, parce qu'il y a des séquences extraordinaires. Dans l'intégralité, on ressent quand même des longueurs, et puis le manque d'humour du film, peut-être, qui peut être discuté. Quoi qu'il en soit, c'était un événement cinématographique. C'est le deuxième plus gros succès de l'année 2000, derrière Mission Impossible 2. 460 millions de recettes de dollars pour un budget de 100 millions de dollars. Un film donc réalisé par Ridley Scott, écrit par le scénariste David Franzoni, d'après un livre de Daniel Mannix de 1958, Those About to Die, ceux qui vont mourir. Donc on était déjà sur ce thème de la gladiature, et Ridley Scott a rejoint le projet, un projet qui a été réécrit plein de fois. Quand on regarde un petit peu l'histoire du film, apparemment Russell Crowe aurait beaucoup réécrit certaines de ses répliques. Il aurait refusé au départ la réplique fameuse où il dit son nom, je suis Maximus, j'aurai ma vengeance dans ce monde ou dans l'au-delà. Apparemment il aimait pas cette réplique, il a fini par être convaincu, donc le projet a été un peu mouvementé. Le tournage s'est fait en plusieurs lieux, en Angleterre pour la première bataille contre les barbares dans le Surrey, dans une forêt anglaise, à Malte pour un certain nombre de scènes qui se déroulent à Rome, et au Maroc pour les scènes qui se déroulent donc en Afrique du Nord romaine. Là ça correspond à peu près. Ensuite c'est un film qui a eu un énorme succès avec 5 Oscars, meilleur film, meilleur acteur, meilleur costume, meilleur son et meilleur effet visuel, donc là quand même un succès considérable évidemment. Russell Crowe
c'est l'un de ses rôles les plus marquants. Et du coup, c'est un film qui a eu une influence, effectivement, puisque dans la foulée, on a bien eu Alexandre, Troie, on a eu un Robin des Bois, on a eu un roi Arthur, on a même eu un combat de gladiateurs dans le second épisode de Star Wars, dans les prequels de Star Wars, un combat de gladiateurs qui est en partie sans doute inspiré par ça. Donc là, ça a vraiment eu une influence très forte sur le type de cinéma qui naît dans la foulée. Alors on va essayer de passer en revue différents thèmes, différents aspects du film, grosso modo dans l'ordre de ces séquences, et du coup on va essayer de ne pas faire 75% du podcast sur les 10 premières minutes du film, qui peut-être le mériterait à elle seule, tellement c'est un moment d'anthologie, ce moment où on est donc aux limites de l'Empire romain, on est avec les campagnes de Marc Aurèle. Est-ce qu'on peut commencer, peut-être que l'un de vous souhaite contextualiser ce moment de l'histoire, les dernières campagnes de l'empereur Marc Aurèle aux frontières de l'Empire romain contre les Marcomannes? Vivien? Oui, on est effectivement à la fin du règne de Marc Aurèle, un règne qui a été difficile, enfin qui a été un règne très, très guerrier. Hein. Il y a d'abord des guerres contre les Parthes, et puis dès que ces guerres contre les Parthes s'achèvent, donc remportées par Rome, immédiatement au niveau du Danube, donc c'est au niveau des provinces de Pannonie, finalement on n'est pas très très loin du nord de l'Italie, donc la menace est assez proche. Il y a différents peuples germains, donc les Marcomannes, les Quads, les Yaziges, les Sarmates, qui remuent et qui vont du coup demander la présence des deux empereurs, Marc Aurèle et puis son co-empereur Lucius Verus, sur le front. Lucius Verus meurt, et Marc Aurèle, jusqu'à sa mort, il meurt d'ailleurs à Vindobona, c'est-à-dire à peu près donc à Vienne, en Pannonie antique, lors de ces guerres contre les Marcomannes. Ces guerres sont l'occasion de nous montrer des barbares avec là tous les stéréotypes les plus basiques sur à quoi ressemblent des barbares. They say no, hein, ils refusent d'être conquis ou refusent le traité avec Rome. Et comment ils refusent? En décapitant l'envoyé romain et puis ensuite en brandissant la tête et en tapant très fort sur leur bouclier, en poussant des cris. Clément, qu'est-ce qu'on peut dire de cette représentation assez classique finalement de barbares germaniques dans un film hollywoodien? Bon, c'est déjà... il y a tout et rien qui va dans cette façon de représenter l'ouverture du film. En me documentant un peu sur le film, même les arbres ne sont pas de ceux qui poussent en fait dans la région danubienne. Ce sont d'ordinaires arbres des îles britanniques. Et dans l'histoire de la création du film, Ridley Scott a su en fait que cette forêt allait être rasée. C'est une forêt de plantation, hein, c'est une forêt de sylviculture, et il a demandé à l'entreprise qui allait raser la forêt de lui-même le faire en la brûlant au cours d'une bataille. Donc cette façon de présenter la négociation, la diplomatie entre un envoyé, un émissaire qui revient décapité sur son cheval, et des barbares hirsutes, dont un qui se bat même avec un étendard de guerre, hein. Il se bat avec un insigne en forme de sanglier, tellement il a plus d'armes, parce que voilà, le barbare ne sait pas forger d'armes correctes, il n'a pas de panoplie organisée, il n'a pas de formation de terrain, il n'a pas de discipline, il n'a pas de science de la guerre, donc il débaroule aux côtés d'une forêt, il charge tout droit, il crie, et il est renversé par la cavalerie qui débaroule par derrière. Bref, c'est une vision extrêmement primaire, finalement assez ancienne, de l'étranger, de celui qui vient d'en dehors de l'Empire, ou de celui qui vient du barbaricum, littéralement. Et cette façon de le représenter est bien sûr très romano-centrée, hein. On n'a pas de vision positive de ce barbare, on n'a pas de vision intelligente et intelligible de sa conception politique, sa conception religieuse, sa conception militaire, puisqu'au fond, ce qui est l'objet du spectacle ici, c'est la puissance romaine, qui est d'ailleurs mise en scène selon une façon de faire la guerre qui n'a rien de romain. Cette espèce de général qui parcourt ses grandes lignes à la manière d'un Napoléon à cheval ne relève absolument pas des modes de guerre romains. On a l'impression d'avoir un barrage d'artillerie comme on l'aurait dans les années 1800, avec cette espèce de ligne bardée d'épieux, avec un général sur son promontoire qui regarde la bataille se faire et qui décide plus ou moins que c'est à son tour d'intervenir. Bref, une absence de formation en cohorte, une absence d'infanterie de ligne qui tient son rang, ce qui est pourtant le cas de la Légion romaine. Bref, l'ouverture est destinée à mettre en scène l'idée de puissance militaire romaine comme une puissance globale, finalement, ce qu'était Rome à cette époque-là, hein, à la manière finalement de la puissance américaine au début des années 2000. Vivien, vous confirmez que les Romains ne jetaient pas des boulets enflammés sur leurs adversaires en bataille rangée? Alors, d'après mes sources, effectivement, ça n'est pas arrivé à l'époque romaine. Il y a effectivement quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la démonstration de la puissance, et on voit presque en fait une armée contemporaine
comme l'armée américaine combattre, c'est-à-dire que on a des types d'unités qui sont très, très différents et qui sont employés de manière complètement conjointe et coordonnée, ce qui était extrêmement difficile à faire. On a donc un tir d'artillerie, une charge de cavalerie coordonnée avec l'action de l'infanterie, sans qu'il y ait aucun tir fratricide. Enfin bon, on est dans une représentation en fait radio, ce qui est génial. Très américaine de faire la guerre, enfin très contemporaine. Mais le but est de montrer justement cette bataille, elle doit être menée, et on sait avant même qu'elle commence qu'elle va être remportée par Rome. Il y a une belle phrase de Quintus, je crois, qui dit que c'est fou ces gens qui sont pas capables de comprendre qu'ils ont été conquis, quoi, qui se laissent pas faire. Et puis ils le font. Bon, donc il faut la gagner cette bataille, et elle se gagne. Et voilà. C'était écrit. Elle se gagne grâce évidemment à l'intervention de Maximus et de sa cavalerie, avec un beau discours mobilisateur pour ces hommes en leur expliquant que s'ils se mettent à chevaucher et qu'ils se trouvent dans un grand champ avec le soleil sur leur visage, c'est-à-dire qu'ils sont déjà morts, et donc de ne pas s'inquiéter. Et ça fait rigoler tout le monde, et puis ils chargent. Ces scènes d'ouverture, elles ont aussi pour fonction dans le film d'ancrer le personnage de Maximus, qui va avoir tout de suite notre sympathie, parce qu'il est montré à la fois comme très compétent militairement, comme très courageux physiquement, et aussi comme humainement très proche de ces hommes, comme ce combattant expérimenté. Ces hommes le suivraient partout. Il y a ces échanges de regards au début du film qui ancrent finalement ce personnage dans une histoire militaire partagée. Alors ça, en revanche, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait correspondre finalement à l'expérience de la guerre romaine qui se déroule sur plusieurs années avec des hommes, des chefs militaires en particulier, qui savent nouer des liens avec des troupes qui leur restent fidèles? Ouais, au début du film, Maximus est vraiment présenté comme l'archétype du général idéal. Même si le mot même de général n'existe pas dans le monde romain, on parlerait plutôt de légat ou de légat d'Auguste propreteur ou bref, peu importe. Il est présenté comme un général qui va visiter le camp des blessés et des malades après la bataille. Il est présenté comme quelqu'un qui salue individuellement un homme, qui lui fait un salut de poitrine, avec qui il s'embrasse, il connaît les prénoms, d'ailleurs on pourra y revenir, mais la façon dont les noms sont évoqués, les prénoms, la façon dont les gens se nomment dans ce film est catastrophique par rapport à la réalité historique, entre guillemets. Mais voilà, Maximus, il charge avec sa cavalerie, il est au corps à corps, il démonte de son cheval, enfin il est renversé de son cheval au cours de la bataille, et il se bat dos à dos avec ses propres soldats et coude à coude avec ses unités. Et tout est fait dans le premier quart d'heure, avant l'arrivée finalement de Commode sur la ligne de front, comme s'il y avait une ligne de front façon Première Guerre mondiale ou façon campement avancé militaire américain. Avant l'arrivée de Commode, tout est fait pour montrer que Maximus comme vraiment le général humble qui a cette gravité de lui-même, qui n'est pas porphyrogénète, finalement, qui ne vient pas des milieux impériaux palatiaux, et qui aide même Marc Aurèle à monter sur son cheval quand Marc Aurèle vient le féliciter. Alors Marc Aurèle, justement, c'est important d'en parler, même s'il est là peu de temps dans le film, parce que c'est lui quand même qui est censé lui donner un petit peu un sens politique et philosophique, l'empereur philosophe. Alors là, philosophe assez bas de gamme, j'ai trouvé quand même dans ses répliques, ses pensées sont pas extrêmement profondes, il parle de Rome comme étant la lumière du monde, et puis il a pas l'air très sûr non plus de ses idées philosophiques, parce qu'il se demande au fond à quoi bon tout ça, à quoi bon toutes ces campagnes, donc je suis pas sûr que ça corresponde au Marc Aurèle de la réalité, mais en tout cas, il sert aussi dans ce film à montrer une forme de sagesse de l'empereur, ou l'empereur se questionnant sur le destin de Rome. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette évocation de Marc Aurèle dans le film ? Oui, alors il y a quand même quelque chose de très problématique dans effectivement les propos, le rêve de Rome qui porte tout le film, parce que Maximus est censé être donc l'exécuteur testamentaire des volontés de Marc Aurèle, qui serait donc de rétablir la République que Rome était à ses débuts. Bon, ce qui n'est pas le cas, c'était d'abord une monarchie comme tout le monde le sait. Et puis surtout, l'idée de république à l'époque de Marc Aurèle, c'est pas dire que Marc Aurèle est un mauvais empereur, mais cette idée, elle est complètement dépassée, complètement oubliée. Il y a plusieurs générations d'empereurs qui se sont succédés, et la vieille république, façon 2e siècle avant, 1er siècle avant, elle est morte et enterrée, et personne n'envisage de la restaurer. Pas même les sénateurs. Quand il y a des sénateurs qui aspirent au pouvoir, ils aspirent au pouvoir personnel, ils aspirent au pouvoir impérial, pas à rétablir un fonctionnement ni démocratique, ni du Sénat oligarchique.
Oui, et d'ailleurs, la façon dont est évoqué le concept de res publica, de république dans le film, est systématiquement conçu comme une république du peuple, une république populaire, dont le Sénat serait un organe représentatif, ce qui n'a jamais été le cas dans la Rome antique. Le Sénat, c'est une assemblée aristocratique avant tout. On y accède parce qu'on est très riche, parce qu'on fait partie de très grandes familles, et qu'on a accédé à la magistrature par un système de campagne électorale plus ou moins frauduleuse et corrompue. Et Rome n'a jamais été une démocratie, même si elle emprunte certains éléments à la démocratie, notamment dans la façon dont les assemblées populaires peuvent s'exprimer. Le Sénat lui-même est une assemblée aristocratique extrêmement sélective, qui n'a rien d'une république populaire, qui n'a rien d'une démocratie, dans lequel il y aurait une vraie représentation des intérêts populaires, des intérêts de la plèbe, puisque de fait, à l'époque impériale, le premier patron du peuple, c'est l'empereur. C'est lui qui a une relation directe, presque sacrée, de nourricier avec le peuple romain. Et le Sénat n'est pas le garant d'une espèce d'équilibre entre le pouvoir individuel et le pouvoir du peuple. Ça n'a jamais été le cas. Le rôle de Marc Aurèle, j'ai l'impression dans Gladiator, il est quand même surtout de fournir une explication aux motivations d'un côté de Maximus, dont l'action est guidée par réaliser le souhait, réaliser les dernières volontés de l'empereur, et puis surtout expliquer en fait le comportement de Commode, qui passe son temps à vivre dans le souvenir de son père, dans les relations qu'il a eues ratées avec son père. Alors là, on aborde évidemment un gros dossier. Commode, c'est un personnage évidemment intéressant, pas seulement parce que c'est le seul empereur romain qui a un nom de meuble à ma connaissance, mais aussi parce que c'est un empereur particulièrement maltraité par le film, pourrait-on dire. Alors à la fois bien traité par l'interprétation de Joaquin Phoenix, qui est assez extraordinaire, il faut lui rendre ça. C'est quelqu'un quand même qui a su en faire un personnage inoubliable, mais un personnage sans doute très très éloigné de ce qu'on sait du personnage réel de l'Antiquité, d'abord parce qu'il n'a pas assassiné son père. Peut-être le premier point qu'il faut commencer par rappeler. Oui, effectivement. J'adore le Commode de Joaquin Phoenix. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Physiquement, il ne ressemble à aucun des portraits qu'on a pu conserver de Commode. Là où il y a une vraie ressemblance, c'est dans la manière dont Commode est décrit par des sources, donc des gens comme Dion Cassius ou Hérodien, ou l'histoire Auguste. Mais c'est des sources qui sont extrêmement négatives et qui ont contribué à forger vraiment une légende noire sur Commode, comme on a une légende noire sur Caligula, sur Néron, sur Domitien, c'est-à-dire qu'on a toute une portrait cinglée, parce que ce sont des gens qui sont décrits par des sources proches des milieux sénatoriaux, qui reprochent surtout à ces empereurs de les avoir, de ne pas s'être appuyés suffisamment sur le Sénat. Et donc on a des raisons d'un ordre très différent qui expliquent pourquoi ces empereurs sont présentés si négativement. Ils n'étaient pas fous, ce n'est pas vrai. Et on a en plus un effet d'écriture qui est assez intéressant, c'est que c'est, comme disait Vivien, les sources que l'on a sur Commode, ce sont Dion Cassius, Hérodien et l'histoire Auguste, et on sait par ailleurs que Hérodien et l'histoire Auguste reprennent en partie en fait des éléments issus de Suétone, de la vie de Caligula chez Suétone, qui font de Commode un empereur paranoïaque, psychotique, qui a ses délires de persécution, qui se veut aimer de tous. Enfin bref, il transpire en permanence cette espèce de veulerie, de couardise, et en même temps une espèce d'envie d'être au-dessus de tous et d'être aimé de tous. Et une partie de ces portraits, bien sûr, procède de la damnation, de cette façon de présenter les empereurs de manière extrêmement hostile. Et Dion Cassius ne cache pas non plus son hostilité à Commode, mais Dion Cassius est un contemporain de Commode, et il le fait parce que lui-même est issu du Sénat, et que il avait bien sûr tout à fait intérêt à montrer Commode comme un mauvais empereur, alors même que ses successeurs, notamment la dynastie des Sévères, tolèrent un petit peu mieux, notamment Septime Sévère, l'existence du Sénat et son fonctionnement. Pour autant qu'on le sait, une partie des éléments dépeints de Commode dans les sources sont volontairement représentés dans le film, notamment son désir sexuel, sa passion pour la gladiature. Qu'il soit faux ou qu'il soit vrai à l'origine, on a l'utilisation dans le film Gladiator manifeste de ces sources extrêmement hostiles, parfois rebrassées, parfois mélangées, un peu comme on avait finalement un mélange entre différentes sources dans la série Rome, dans les autres épisodes du podcast auxquels nous avions participé. On a ce mélange des sources pour en fait triturer un peu l'histoire et arranger un peu le scénario. Le désir de Commode, le désir sexuel brûlant de Commode permanent n'est plus cette fois pour ses centaines d'amants et ses affranchis, mais pour sa sœur par exemple dans le film. Donc on a des traits qui ont été repris.
Et du coup, ici, on voit que les scénaristes et Ridley Scott ont rajouté encore une couche à tout cela, c'est la couche oedipienne, puisqu'il tue son père et veut coucher, non pas avec sa mère, mais avec sa sœur. Donc là, on en rajoute encore dans la folie, la démesure du personnage, quitte aussi à raccourcir son règne, puisque dans l'espace du film, ça dure finalement quelques mois ou quelques années, alors que c'est un règne assez long, et qu'il démontre peut-être pas l'incompétence qu'on lui prête, parce que là aussi, on a l'impression qu'il arrive au pouvoir pas du tout préparé à régner, incapable de saisir les enjeux, il arrive dans le camp militaire, il est vraiment montré comme un embusqué en gros qui arrive et qui va se saisir des victoires des autres et étant lui-même incapable de les mener. C'est quelqu'un malgré tout qui a régné et qui n'a pas été si incapable que cela. Oui, alors c'est effectivement, il règne donc de 180 de notre ère jusqu'en 192, date de son assassinat. C'est un règne long, 12 ans, et qui s'inscrit dans la continuité d'une action qu'il a commencée sous le règne de son père, puisqu'il est nommé César, il est nommé Auguste, il est associé au pouvoir du vivant de Marc Aurèle. Donc là-dessus, il y a effectivement toutes les histoires d'assassinat qu'on retrouve dans Gladiator ou dans d'autres d'ailleurs films qui abordent cette période-là. On est dans l'écriture dramatique hollywoodienne et pas du tout dans la réalité. Et d'ailleurs, on parlait à l'instant de Septime Sévère qui s'impose quelques années après le règne de Commode. Septime Sévère, c'est pas du tout quelqu'un qui va se construire dans l'opposition avec Commode. Septime Sévère va prétendre être le frère adoptif de Commode et donc le fils adoptif de Marc Aurèle pour créer une vraie filiation. Septime Sévère fait diviniser Commode par le Sénat. Après, d'abord, Commode est diabolisé, il est banni de la mémoire, sa mémoire est damnée par le Sénat, notamment puisque lors de la première année après la mort de Commode, 4 empereurs se succèdent, Pertinax, Julianus, Pescennius Niger, etc. Donc c'est une année compliquée, on appelle même la deuxième année des 4 empereurs. Septime Sévère réussit à prendre le pouvoir et à s'imposer progressivement en 193, et pour inscrire sa légitimité dans une légitimité dynastique avec les Antonins, il crée cette fiction antonine, cette fiction de l'adoption par Marc Aurèle, ce qui fait que nous on appelle Septime Sévère, on appelle Caracalla, Héliogabal, mais en réalité ces gens-là se considéraient comme des Auréliens, des Antonins, et leur nom, leur titulature même empruntait à la nomenclature des titres impériaux des Antonins, et cette espèce de démon banni de tous, banni de toutes les mémoires, en fait il n'a pas existé. Commode, il a été ensuite révéré comme un potentiel ancêtre et co-ancêtre de Septime Sévère, et comme le disait Vivien, Commode il a été élevé au titre de César en 166, donc quand même 15 ans avant la mort de Marc Aurèle, et il a été élevé au titre d'Auguste dans les années 177-176 après Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'au moment de la mort de Marc Aurèle, Commode est déjà co-empereur de Rome. Il a déjà le titre impérial, la pourpre impériale, et il est investi de l'imperium, de la potestas, de la puissance tribunicienne. Il a déjà tous les attributs, les atouts et les insignes de l'empereur. Avant que Commode devienne empereur, il y a une petite séquence intéressante parce que ça touche à un des fils conducteurs du film, c'est le rapport à l'au-delà, le rapport à la mort. On voit Maximus, peu avant d'être arrêté, qui prie devant un autel avec des bougies, des petites figurines, et tout le film est construit sur un rapport très très fort avec la perspective de ce qu'on appelle dans la version originale The Afterlife, c'est dit à plusieurs reprises, et puis évidemment c'est The Afterlife où Maximus pourra retrouver sa famille assassinée, donc cette question de l'au-delà et du rapport des personnages à l'au-delà, en quoi ça correspond ou pas à des conceptions romaines, en quoi ça pouvait comme ça structurer un rapport au monde et avec éventuellement quels objets, cet autel, ces figurines, est-ce que c'est quelque chose qui pouvait être romain ? C'est difficile de répondre. Dans Gladiator, on ne nous montre pas ce qui est l'essentiel de la religion romaine, à savoir une religion publique. On n'a pas d'acte où je ne sais quel magistrat ou empereur ou prêtre accomplit par exemple un sacrifice. Le seul moment où on y fait allusion, c'est quand Commode dit je vais sacrifier 150 taureaux en ton honneur, et Marc Aurèle a l'air de dire que tout ça est très futile, il dit épargne les taureaux et remercie Maximus. Donc finalement, le seul moment où la religion publique existe, c'est presque pour s'en moquer, pour dire que c'est dérisoire. Exactement, donc ça c'est complètement absent alors qu'on est dans quelque chose de crucial, parce que c'est la religion de la communauté civique, c'est quelque chose sur lequel s'appuie complètement le pouvoir impérial, et puis qui est pour le coup une vraie filiation avec ce qui peut se passer dans la Rome républicaine, et ça effectivement c'est absent du film.
comme le savent les agrégatifs et agrégatives qui nous écoutent. En effet, bon courage à eux. D'ailleurs, l'empereur, c'est le premier des prêtres, puisque c'est le premier des magistrats, puisque c'est le premier des officiants du culte, c'est lui qui préside aux grands sacrifices lors des fêtes publiques, c'est lui qui est Pontifex Maximus, hein, c'est un héritage, ça, de la période césarienne et de l'époque augustienne. La captation de ces titres de grands prêtres, de chefs de la religion romaine, si on veut, par les empereurs, est quelque chose de très ancien. Et on attend de l'empereur, pas juste qu'il soit tout le temps en cuirasse et en armure de guerre, comme c'est le cas dans le film, hein. Commode est en permanence en cuirasse, Commode est en permanence en tenue militaire, alors que l'empereur, c'est avant tout aussi quand même le premier des sénateurs, le premier des magistrats, le premier des prêtres, et donc il a toute une série de tenues vestimentaires qui dépassent simplement l'empereur victorieux à la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout montré dans le film, et comme disait Vivien, il y a une importance de la religion publique et pas juste de la petite dévotion privée qui est ici effacée. Alors cette religion privée, elle existe malgré tout. Il y a les pénates, il y a les lards, il y a des hôtels dans les demeures individuelles. Donc est-ce que la façon dont Maximus prie et se projette personnellement dans l'au-delà et éventuellement espère y retrouver ses proches, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait exister sous cette forme-là ? Oui, ça pourrait exister. Disons que c'est le genre de pratique en fait qui n'a pas laissé de traces ni dans les textes ni quasiment archéologiquement. Donc c'est difficile de répondre. On sait qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'au-delà, de la veille après la mort, toutes ces considérations-là, il n'y a pas de réponse particulière effectivement à ces interrogations qui est apportée par la religion civique romaine, parce que ce n'est pas du tout son objet. La religion civique romaine, elle est là pour souder la communauté, pour s'assurer que tout va bien et que tout va continuer à bien se passer. C'est pas une religion qui est là pour vous rassurer individuellement sur votre avenir post-mortem. C'est pas une religion qui fonde son discours dans une conception dogmatique ancrée, sacralisée presque, de ce qu'est la vie après la mort, le salut, la rédemption. Alors il y a des conceptions de l'au-delà qui dérivent des différentes conceptions philosophiques, orphiques, pythagoriciennes et autres, qui traversent l'Italie antique avant même l'époque impériale. Et il y a une conception du viatique, de ce qui va advenir de nous, de l'individu mort dans l'après-vie, mais c'est pas aussi central que cette idée de rejoindre l'autre dans l'après-vie, comme s'il y avait une unité de corps et d'espace dans la mort. Il y a des champs de blé ou pas ? C'est quand même ça la vraie question. Ah si, c'est les Champs-Élysées, oui. Oui, cette idée que ce sera mieux après, effectivement, ça c'est une idée qui est importante. Après, il y a quand même, j'ai l'impression dans Gladiator, cette idée que la religion, en fait, cet aspect-là, il est propre à chacun. Parce qu'on a une discussion entre Maximus et son ami numide Juba, dans lequel il explique, voilà, ma religion c'est ça, je crois que je retrouverai ma femme après la mort, et donc ils en discutent, parce qu'en fait ils en savent rien, et on a l'impression qu'il y a quelque chose du coup de très personnel, et qui s'échangent des raisons d'espérer l'un l'autre. Alors Maximus a quand même des bonnes raisons d'espérer ça, parce que ça se passe très mal pour lui au début du film, puisqu'il est arrêté au moment de la succession impériale. Alors peut-être dire un mot du fait que Commode n'a pas assassiné Marc Aurèle, mais le scénario qu'évoque le film où un empereur est assassiné, ça pour le coup c'est pas du tout impossible à envisager, puisque si je reprends le schéma qui est dans la récente infographie de la romantique de John Shade, il a fait un schéma avec les types de morts des empereurs, 30 de cause naturelle, 9 au combat, 40 assassinés, c'est quand même une belle proportion. L'assassinat d'empereur et le fait que la succession soit souvent un moment de trouble, ça pour le coup c'est une donnée fondamentale de l'histoire impériale. Oui et non, disons que ça dépendra vraiment beaucoup des périodes, et puis ça dépend le crédit qu'on veut donner à certaines sources, par exemple Suétone. Dès que quelqu'un meurt, il nous rajoute, et peut-être bien qu'il aurait été aidé par un tel qu'il aimait pas. Oui, alors dans ce cas-là, Tibère, comment on le classe ? Claude, comment on le classe ? Est-ce qu'il est assassiné ? Est-ce qu'il n'est pas assassiné ? Il y a des cas où il n'y a aucun doute, et c'est très bien. Et puis il y a quand même, faut pas imaginer, c'est pas un schéma aussi important. Effectivement, au IIIe siècle, on a une multiplication d'empereurs avec des morts très violentes, des morts au combat, des assassinats, des complots, etc. Mais heureusement, c'est quand même pas la règle. Et là, en l'occurrence, chez les Antonins, c'est très très calme. C'est sans doute la période de Rome où on a la plus grande stabilité, les durées de règne les plus importantes. Mais d'ailleurs, Commode est le dernier des bons empereurs, entre guillemets, Antonins. On a vraiment Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle Lucius Verus, et Commode vraiment vient clore cette dynastie. C'est le seul empereur
Porphyrogénète, donc né dans la pourpre. C'est le seul empereur issu du palais impérial même, fils de l'empereur précédent, alors que les autres régnants, les autres souverains du IIe siècle sont des souverains adoptés sur le lit de mort ou présentés, introduits progressivement dans la vie politique. Commode est introduit comme le successeur assez tôt, on disait dès 166, et ceci alors même que Marc Aurèle a eu plein d'enfants. Il a eu 14 enfants, beaucoup sont morts en bas âge, ça a été très compliqué, et donc en effet l'assassinat n'est pas le mode privilégié de succession au pouvoir impérial dans la Rome antique. Ça arrive, malheureusement ça arrive, et c'est comme ça. Ceci dit, Commode est représenté comme ayant lui-même étranglé son père. Le film inverse en fait la proposition, puisque c'est Commode qui finit de cette façon. On peut peut-être dire un mot de cette mort dans son bain avant Marat, une autre mort célèbre avant Claude François, une autre mort célèbre dans son bain. Commode, qu'est-ce qui lui arrive en 192 ? Sur la mort de Commode, donc on est sur un complot de palais, hein, donc c'est des proches, donc notamment un esclave donc qui s'appelle Narcisse, avec la complicité de son épouse, je crois, sa concubine, oui, qui lui règle son compte dans sa baignoire. Bon, un moment où il est très impopulaire auprès des sénateurs. Et une des premières idées d'ailleurs pour le personnage de Maximus, c'était de l'appeler Narcisse, hein, au début quand ils ont travaillé sur les scénarios. Sur du coup ces morts violentes d'empereurs, il est clair aussi que là dans Gladiator, d'abord c'était important dramatiquement pour l'histoire que Commode tue ce père qui ne l'a jamais aimé, voilà. Il le tue d'amour parce qu'il aurait voulu être aimé par ce père. Et puis on est surtout dans un remake très fidèle d'un péplum de 1964, je crois, oui, la chute de l'Empire romain, qui s'appelle donc La chute de l'Empire romain, mais qui raconte exactement la même histoire que Gladiator, hein. C'est-à-dire que c'est la toute fin du règne de Marc Aurèle, et puis les premières années de Commode, avec un personnage donc, qui s'appelle pas Maximus dans La chute de l'Empire romain, mais qui est plutôt dans le respect des volontés de Marc Aurèle, opposé à Commode, et qui est donc l'alter ego du Maximus de Gladiator. Au IIIe siècle, il y a beaucoup de morts violentes d'empereurs, de temps en temps tués par leur propre garde prétorienne. Alors les prétoriens, ils apparaissent dans le film, ce sont souvent un peu les exécuteurs des basses œuvres, et notamment c'est eux qui sont chargés d'emmener Maximus au fond d'une forêt pour l'assassiner, un peu comme Blanche-Neige par le chasseur. On va essayer de se débarrasser de lui, et puis là ça se passe mal. Alors ça c'est ma scène préférée du film, parce qu'on voit qu'un vieux soldat comme Maximus, finalement il est meilleur dans le combat que des gardes prétoriens qui sont montrés comme des larbins du pouvoir, mais incapables d'exécuter quelqu'un correctement, et donc il leur explique que voilà, le froid peut bloquer la lame. The frost. Sometimes it makes the blade stick. Et du coup, il prend l'avantage sur eux, et c'est l'évasion de Maximus. Et cette évasion va lancer un long trajet qui va nous conduire dans toute une géographie de l'Empire romain. Il va essayer de rejoindre sa famille. Alors, le film nous montre des paysages variés, et le film nous transporte dans différents endroits. On va arriver à Rome, bien sûr, mais avant d'arriver à Rome, on va traverser beaucoup de régions de l'Empire. Et Maximus lui-même sera surnommé Spaniard, l'Espagnol. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont le film nous montre l'étendue géographique et la géographie de l'Empire romain, Clément? Ce qui est intéressant, c'est que le concept même d'espagnol n'existe pas vraiment dans l'Antiquité. Et plus encore, le fait d'associer Maximus à une espèce d'ethnicité ou d'origine espagnole tout au long du film est extrêmement, pour moi, étrange et original. D'ailleurs, Maximus dit que c'est la première fois qu'il voit le Colisée quand il arrive à Rome. Il va de soi que quelqu'un qui accède au rang de général, de légat d'une légion, c'est pas un soldat qui s'est élevé au-dessus du rang par l'effet de sa carrière. Le plus haut rang d'un soldat ordinaire au IIe siècle, c'est au mieux préfet du camp, praefectus castrorum, et préfet des camps. Et jamais on ne peut concevoir un soldat du rang qui deviendrait autre chose, un légat de légion, un tribun de légion, jamais. Donc ici, faire de Maximus un espèce de paysan qui a sa petite ferme, sa petite villa, qui est d'ailleurs une magnifique architecture du 15e, 16e siècle toscane, hein, bien sûr, qui viendrait d'Espagne et qui aurait été recruté comme ça quelque part et qui aurait fait son chemin dans la Légion à la manière de n'importe quel bon soldat américain qui pourrait devenir colonel ou général, c'est totalement impossible. Et donc en cela, cette volonté de faire une géographie de l'Empire où Maximus viendrait de loin de la corruption de la ville de Rome pour en faire un homme du cru, un homme du terrain, un homme du terroir, c'est une astuce scénaristique pour éloigner, pour purifier, pour rendre la famille de Maximus pure intellectuellement, politiquement. C'est pas une femme, sa femme, c'est pas une femme en toge qui participe au complot de la cour. Son enfant est innocent, il est l'innocence même. Ce Maximus, c'est un paysan. Il y a d'ailleurs un côté un peu troublant. La terre ne ment pas dans le film à travers le personnage de Maximus, et on pourra revenir sur ce que dit le film
politiquement, à mon avis, c'est pas toujours très plaisant. Mais ce personnage, il fait aussi penser à Cincinnatus, il fait aussi penser à voilà, quelqu'un qui viendrait du très fond de l'histoire romaine, celui qui a lâché sa charrue pour revêtir la toge, puis éventuellement la cuirasse, et puis ensuite qui n'aspire qu'à retourner à sa terre. Est-ce que c'est pas aussi de cette façon-là, Vivien, qu'on pourrait lire ce personnage ? Oui, il y a un peu de ça, mais après c'est confus. C'est-à-dire l'aspect Cincinnatus, il y est dans le refus du pouvoir. C'est-à-dire qu'il va servir Rome parce que c'est nécessaire, mais vraiment pas parce qu'il souhaite la gloire. Donc il y a un côté refus des honneurs, refus des pouvoirs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marc Aurèle, dans le film, lui dit « C'est pour ça qu'il faut que ce soit toi, parce que toi, tu refuses le pouvoir. » Et la petite comédie... Parce que tu y renonces. Oui, voilà, la petite comédie de celui qu'on va choisir, c'est celui qui renonce au pouvoir. C'est la petite comédie qui a été jouée par Auguste, c'est la petite comédie qui a été jouée par Tibère, avec un Sénat qui insiste en disant « Mais si, il nous faut un chef. » Et puis, évidemment, il accepte. Bon, on se doute bien que quelqu'un comme Octave Auguste ou quelqu'un comme Tibère, évidemment qu'ils acceptent, après s'être battus toute leur vie pour accéder au sommet. Donc on a effectivement un Maximus qui est présenté comme un peu ce Romain idéal de Tite-Live, hein, c'est ce soldat paysan. Quand il le faut, évidemment, il est prêt à mourir pour Rome. Mais comme disait Clément, s'il a un tel commandement des troupes, c'est qu'il est sénateur. Et s'il est sénateur, il est déjà allé à Rome des dizaines de fois. Oui, c'est pas un paysan qui débarque de sa campagne avec sa petite épée, sa cuirasse en cuir et qui devient un général. Et ce qui est intéressant aussi dans la géographie, dans les paysages traversés, c'est que le seul qui ressemblerait à peu près à un paysage romain, c'est celui de cette province d'Afrique du Nord, avec ses confins bédouins, semi-nomades, avec en effet la confrontation à la fois du monde sédentaire, urbain, urbanisé, avec des magistrats locaux, une petite loi locale, le droit latin plus ou moins présent, et en même temps des pratiques romaines que sont les jeux de l'amphithéâtre, avec des chasses, des venatio venationes, ou des combats de gladiateurs, des munera. On reviendra aussi sur la façon dont les combats sont représentés, ce qu'ils ont d'historiquement juste ou non. Et ce contact avec le monde bédouin de l'Afrique du Nord qui permet à Rome de drainer des animaux sauvages, des fauves, des ressources précieuses issues de l'Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est une géographie qui ne ment pas trop, qui est plutôt OK avec la réalité historique. Par contre, le fait de traverser la Germanie et la Gaule sans croiser une seule ville, ou en tout cas en ne passant que dans des paysages désertiques à cheval entre des cailloux et des rochers, bon, ça par contre c'est un petit peu différent. Il faut imaginer que ce monde-là est plein, il est plein de champs, il est plein de villes, d'agglomérations qui sont des chefs-lieux de cité, des agglomérations secondaires, des grandes villas. Il faut imaginer qu'il y a moins de forêts à l'époque romaine en France, en Gaule, qu'il n'y en a aujourd'hui en fait, tout simplement parce que les terres sont défrichées pour faire des grands champs de culture vivrière. Et donc oui, cette représentation de l'espace est traversée en quelques semaines est assez fausse. Il faut ajouter sans doute que Maximus se presse de rentrer pour essayer de sauver sa famille parce qu'il se doute qu'elle va être assassinée, mais qu'il est doublé en fait par les envoyés de Commode, probablement grâce au cursus publicus, c'est-à-dire ce réseau de postes et de relais qui permet au message d'arriver plus vite. Donc il est très dépité parce qu'évidemment sa famille a été tuée. Vivien, comment ça marche cette circulation? Effectivement, on doit croiser plus de monde a priori que ne le fait Maximus avec ses deux montures. Oui, c'est exactement ce que dit Clément. On a un gros problème. On ne le voit jamais prendre des routes, on ne le voit jamais traverser des villes, alors qu'on a... Enfin, pour aller vite, on prend des routes. Hein. Les routes, ça sert à ça. Alors oui, le cursus publicus, ça c'est un système organisé un peu type Pony Express, hein, avec des relais, des chevaux, qui permet de gagner du temps, de faire des trajets rapidement. Ça sert pour les communications officielles, hein, donc c'est un relais de commandement. Bon, dans le film, Maximus, ils le font arriver quand même juste après le drame, puisque la ferme est encore en train de brûler quand même quand il arrive, donc c'est quand même très récent. Il y a peut-être un jour près ou maximum. Bon, il y a évidemment quelques petits problèmes, hein. Ses cheveux poussent, mais pas sa barbe. Sa blessure s'aggrave pas tellement malgré les milliers de kilomètres avalés.
Là, on pense évidemment à Luke Skywalker découvrant la ferme ayant brûlé de son oncle et de sa tante. Là, un rappel évidemment d'un autre grand classique du cinéma épique. Alors, tout ça l'amène à être capturé, Maximus, capturé, traité et vendu comme un esclave. On arrive en Afrique du Nord avec ce côté sans doute réaliste, mais aussi, il m'a semblé quand même pas mal de clichés du cinéma américain sur à quoi ressemble l'Orient, les Orientaux, Oui, des on gens. se croirait chez Laurence d'Arabie. Hein, Voilà, des gens turbanés et pas qui ont quand même pas l'air d'être très civilisés. On est vraiment aux marges de la civilisation romaine et on peut se poser des questions un petit peu sur ces représentations. Ridley Scott n'est pas connu comme étant le plus subtil, ni des réalisateurs ni des idéologues. Donc de ce point de vue-là, il y aurait sans doute des choses à dire. Et c'est à ce moment-là que Maximus est vendu, acheté pour devenir gladiateur. Et donc là arrive tout l'apprentissage de la gladiature sous les ordres de ce personnage assez révoltant qui est Proximo, qui leur explique qu'ils vont tous mourir pour que lui s'enrichisse. Ici, c'est évidemment l'une des clés du film, l'un des points sans doute aussi les plus discutés dans la présentation du passé, c'est cette gladiature et la place qu'elle a dans le film. Qui voudrait en dire un mot pour commencer de la façon dont c'est représenté, d'abord à l'origine, dans ces combats locaux et ses premiers apprentissages, avant d'en venir évidemment au grand spectacle du Colisée romain. Ah oui, la gladiature, c'est une histoire longue dans le monde romain. Si on veut situer un acte de naissance de ce que sont des jeux comportant des combats entre personnes qui sont soit des gens citoyens à plein titre ou en tout cas ou des esclaves, il faut remonter, disons, au 4e, 3e siècle avant notre ère, dans la Campanie, dans le monde osque et dans les régions de la Grande Grèce, où des jeux funéraires, des jeux sont donnés avec des combattants qui sont parfois tués au combat, parfois non, dans des amphithéâtres ou en tout cas dans des arènes, arena voulant dire tout simplement sable, le sable qui absorbe le sang des gladiateurs. C'est probablement aussi en partie lié au monde étrusque dans lequel les combats religieux, les combats ritualisés sont importants. En bref, c'est ce monde tyrrhénien, campanien, étrusque dans lequel naît la gladiature. Elle va faire son petit chemin à Rome assez progressivement et elle devient l'objet en fait de l'évergétisme des hommes politiques à la fin de la République. Jules César offre des jeux avec des gladiateurs. À cette époque-là, on monte temporairement des estrades et des gradins et des arènes sur le forum avant que se construisent progressivement les premiers amphithéâtres permanents à Rome. Et donc du coup, le fait d'organiser des jeux des combats de gladiateurs ou des chasses, donc il faut vraiment différencier les différents types de jeux. Hein. Ludus, ludi en latin, il y a les munera qui sont les combats de gladiateurs, mais aussi les venationes, donc les chasses avec les animaux. Donc il y a toute une typologie ensuite de façon de faire se représenter des gladiateurs dans l'arène qui naissent et se développe tout un monde avec des écoles de gladiature, des édifices qui servent à accueillir les gladiateurs, des personnages, le Lannister, donc des gens qui s'occupent de la gladiature, de l'élevage de gladiateurs, avec parfois aussi des dérapages comme par exemple Spartacus, en 73 avant Jésus-Christ, et donc tout cet univers-là prospère à l'époque impériale. Vivien, sur ces gladiatures et sur sa représentation aussi de la violence des gladiateurs dans les combats. Alors c'est vrai que c'est sans doute la gladiature un des aspects qu'on a tendance le plus à retenir de Rome parce qu'il nous est effectivement étranger. Et on connaît d'ailleurs des textes d'époque romaine qui condamnent ces combats, les violences gratuites, etc. Il y a des textes de Sénèque par exemple qui sont tout à fait hostiles à ce type de spectacle. Il faut toutefois bien rappeler que c'est quelque chose qui est très très central, très très important pour les Romains, et en particulier à l'époque impériale, dans toutes les provinces occidentales de l'Empire romain, plus l'Italie, le fait de construire un amphithéâtre, c'est vraiment matérialiser l'appartenance d'une communauté au monde romain. On construit un amphithéâtre. Alors les Grecs, ils vont faire autrement. Ils font ces combats-là dans des théâtres qui réaménagent. Mais sinon, tout l'Occident se couvre, à partir surtout de la construction du Colisée, de ces structures. Donc on est vraiment sur un bâtiment qui est important et qu'il faut essayer de voir comme de l'industrie, entre l'industrie du sport et l'industrie du spectacle, peut-être quelque chose comme le catch, avec des structures, des entraînements, des champions qui sont très connus, qui valent beaucoup d'argent, qui sont adulés par les femmes. Pas un bain de sang forcément comme on se l'imagine, parce que en fait ces gens sont entraînés et donc valent de l'argent. Donc évidemment ça c'est quelque chose qui nous choque, puisque Proximo
est un homme d'affaires et il gère ses gladiateurs comme il pourrait gérer un troupeau. Mais c'est là quelque chose qui est assez conforme à ce qu'on peut savoir des révoltes serviles, la révolte de Spartacus en 73-71 chez un lanista, donc chez un dresseur, un entraîneur d'esclaves. Donc il faut bien remettre ça dans toute une industrie du spectacle, avec des entraînements, avec des terrains d'entraînement. On les voit dans ces casernes où ils s'entraînent, des entraîneurs, des combats. Et puis il y a celui qui offre les combats, qu'on voit dans Gladiator, ce personnage efféminé avec les sourcils en pointe et une perruque, qui est l'éditeur, celui qui offre les jeux, parce que c'est un moment très important. Et Gladiator, c'est aussi un des films qui interroge sur le rapport entre le pouvoir et le spectacle, qui est un fil de réflexion qui est intéressant et très important pour Rome notamment. Et d'ailleurs, ce qui est un des éléments intéressants en termes de façon dont l'espace est représenté dans le film, même s'il y a énormément de problèmes sur la façon dont Rome est montrée, il y a la place Saint-Pierre avec les statues des papes, des clochers florentins du XVe siècle, c'est la proximité entre le Colisée, l'amphithéâtre Flavien, et le Ludus Magnus, cette grande école de gladiateurs, ce grand espace d'entraînement qui est construit littéralement juste derrière. Et donc, même s'il n'est pas représenté, dépeint de la bonne façon, entre guillemets, parce qu'il y avait une arène dans le Ludus Magnus aussi, cette proximité entre caserne de gladiateurs, encasernement d'esclaves qui s'entraînent et le Colisée, elle est historiquement, elle est réaliste, elle est réelle. Et comme le disait Vivien, il y a des dizaines d'amphithéâtres qui couvrent l'essentiel des grandes cités de l'Occident romain. Il y en a dans quasiment tous les pays autour de la Méditerranée et de l'Europe occidentale. En lisant un petit peu pour préparer l'émission, j'ai cru comprendre que sur la gladiature, il y a plein de points que les spécialistes pourront reprendre en disant voilà, l'équipement des gladiateurs n'est pas celui-là, il n'y a pas en même temps les bêtes sauvages et les gladiateurs dans l'arène, il y a toute une série de choses un peu techniques. Moi, j'ai une question à laquelle j'ai pas vraiment trouvé de réponse claire, qui est finalement le degré de violence de ces spectacles. Si on dit d'un côté qu'il y a des champions entraînés, ça veut dire quand même qu'ils ont une carrière relativement longue, peut-être qu'ils mettent pas leur vie en jeu à chaque fois, ou est-ce que c'est le cas, ou est-ce que finalement la vie d'un gladiateur peut à chaque combat s'arrêter, et dans quelle mesure on a vraiment affaire à quelque chose où il y a la moitié des participants qui meurent à chaque épisode, ce qui suppose un coût humain et même un coût financier absolument considérable. Et le film est plutôt clairement de ce côté-là. Il montre même des véritables massacres. Quand Maximus arrive, c'est son deuxième combat, il arrive dans l'arène, il exécute tout le monde en l'espace de quelques secondes, et puis il semble dire: est-ce que ça vous satisfait pas que je combatte aussi vite? Are you not entertained? Et puis c'est là évidemment qu'il a l'adhésion de la foule. Mais est-ce que ce type de violence-là, poussé à ce degré-là, est-ce que ça correspondait à ça? Voilà, c'est quelque chose où j'ai un petit peu de mal encore à situer le film. Clément? Alors il y a plusieurs types de scénarios. Quand un homme tombe à terre, alors déjà les gladiateurs, il faut savoir qu'ils combattent pas comme ça dans une espèce d'énorme mêlée, ils vont par paire. Il y a une conception de l'équipement, chaque gladiateur, il y a une typologie des gladiateurs, le rétiaire, le sécutor, le samnite, le thrace, etc. Et donc ils sont conçus pour s'affronter par paire, l'un avec l'autre, avec chacun des atouts, des forces et des désavantages compensés par l'adversaire. Donc c'est censé être un combat équilibré. Et d'ailleurs, quand on dit qu'un homme politique, un général, un empereur offre des combats de gladiateurs, on dit qu'il offre tant de paires. Il offrira 320 paires, il offrira 500 paires de gladiateurs, comme on n'en vit jamais avant. Bon. Et quand un homme tombe à terre, c'est à la foule de crier, de faire son jugement, de dire déjà de crier au fait qu'un homme est tombé à terre, abet hoc abet, il est tombé, il l'a eu, et donc de pouvoir crier, soit de le laisser partir parce qu'il s'est battu vaillamment, ou de le tuer, de le yugula littéralement, de le tuer. De crier ou de montrer avec le pouce, de faire ce geste du pouce vers le haut, du pouce vers le bas? Alors, non, de crier, vraiment C'est un point qui est intéressant, parce que le film n'hésite pas à montrer et à mettre en scène ce geste du pouce. C'est quelque chose que la peinture du 19e siècle a montré, et on dit que Ridley Scott aurait été inspiré par la peinture de Jérôme Policé Huerso, qui montre le pouce vers le bas ou vers le haut. Alors ce geste-là, est-ce que on peut restituer son sens dans le contexte romain? On n'en a aucune attestation. Oui, on a un peu de mal à le faire. On ne sait pas si c'est un doigt tendu, s'il est tourné ou s'il désigne. Et c'est vraiment l'époque contemporaine qui a tranché en disant pouce vers le haut la vie, pouce vers le bas la mort. Et il y a effectivement ce tableau, donc le beau tableau Poliqué Huerso de Jean-Léon Gérôme, c'est 1872, qui est
complètement, la manière dont l'intérieur du Colisée est rendu. C'est-à-dire qu'on voit les traits de soleil qui sont produits par le velum, donc par le toit qui couvre l'amphithéâtre. Et là, vraiment, c'est une mise en image de ce tableau. Hein. Là, pour le coup, des séries plus récentes, comme par exemple la série Spartacus, qui se déroule dans le milieu à l'amphithéâtre de Capoue, reprend pas, par exemple, à ce point les tableaux pompiers de Jérôme. Alors Clément, j'ai coupé l'explication, mais on était sur le point de savoir dans quelle mesure c'était aussi sanglant dans le monde romain que Gladiator nous le suggère. En réalité, quand un gladiateur est mis à terre, nonobstant les cris de la foule, relatifs à ce qu'on veuille le tuer ou le laisser en vie, un gladiateur peut se rendre et un gladiateur peut décider de dire que voilà, je pose mon bouclier, je lève l'index. En général, c'est l'index de la main gauche, et de demander la pitié, la merci et la miséricorde entre guillemets pour ne pas être tué par son adversaire. Et c'est un juge qui vient et qui prend un bâton et qui vient vérifier que les blessures du gladiateur sont réelles. Et ensuite, en général, la foule approuve ou non la décision du juge. Et il y a tout un tas non seulement de jurisprudence, mais d'évocation de la façon dont on peut ou non faire mettre à mort un gladiateur ou non, en fonction vraiment des conditions dans lesquelles le combat a été prévu, a été établi juridiquement entre guillemets. Et donc parfois, on est obligé de laisser les gladiateurs en vie parce que c'est comme ça que le combat a été conçu. Et donc cette idée de tous les gladiateurs, il y en a un sur deux qui meurt et basta, n'est pas forcément réelle, ou en tout cas ça ne peut pas constituer un élément systématique de la gladiature que de voir 50% des gladiateurs engagés être tués par d'autres, ou de voir les gladiateurs s'affronter dans une espèce d'immense mêlée comme ça, où à la fin il y en a un qui survit sur des centaines ou des dizaines. Oui, là où on a un taux de mortalité qui est en fait plus important, c'est pas forcément dans les affrontements entre paires de gladiateurs, c'est les combats contre les animaux sauvages, où là on fait couler le sang, et puis c'est surtout que l'amphithéâtre c'est aussi un lieu d'exécution. Donc il y a des condamnés qui sont exécutés et eux évidemment ils n'ont aucune chance. Oui, c'est la damnatio ad bestias qui est une des façons d'exécuter une peine capitale. Soit on attache quelqu'un à un poteau, on le décapite, soit on le tue par le glaive, soit on le met dans l'amphithéâtre devant des bestiaux et voilà. Et tant et si bien que le sang gladiateur quand même il est suffisamment assez rare, c'en est même un remède, c'est considéré comme ça se vend, le sang gladiateur en fiole, ça fait partie des remèdes qui coûtent très cher. Et dont on ne peut pas disposer comme ça par litre et par hectolitre. C'est bien la preuve que d'une certaine façon, c'est un bien rare. Du coup, le film, il mélange un petit peu à la fois ces combats, ces mises à mort, et puis également les mises en scène, dont on sait qu'elles ont existé aussi dans les amphithéâtres. Il y avait parfois des combats navals, des naumachis, il y avait des reconstitutions de batailles. Alors tout ça est un peu mélangé, notamment avec ce morceau de bravoure qu'est la bataille de Zama, où finalement Commode doit demander si il a bien appris l'histoire, parce qu'il n'était pas sûr que ce soit les Carthaginois qui aient gagné. Alors c'est un moment assez drôle dans le film, mais aussi très puissant visuellement. Là encore, ça amalgame plusieurs choses qui pouvaient correspondre à des spectacles romains, mais qui là, pour les besoins du film, évidemment, sont mises ensemble. Oui, on a des exemples de reconstitution d'événements historiques. On sait par exemple que dans les jeux que Auguste offre juste avant le changement d'ère, il y a une reconstitution de la bataille de Salamine, qui est une manière de représenter la victoire de de l'Occident contre l'Orient, donc en fait de rejouer la bataille d'Actium. Donc ça, on sait que ces spectacles, ça existait. C'est une manière aussi de célébrer l'histoire romaine et puis de faire un grand show. Alors c'est vrai que c'est un des rares moments d'humour du film, avec Commode qui dit mais au fait, il est content du spectacle, même s'il est surpris au début, et puis il demande cette petite vérification, mais je croyais que c'était Scipion qui avait gagné. Et ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que dans cette opposition entre des Carthaginois joués par Maximus et ses compères, et puis les Romains de Scipion l'Africain, ils ont rien de romain. Dans l'armement, ils combattent sur des chars. Enfin on est dans un spectacle. Ils ont des chars à faux. Il y a des femmes noires avec des cuirasses dorées qui tirent des flèches sur les soldats carthaginois. Ils tournent autour avec des chars. Oui, en tournant autour comme dans un western. Oui. Il y a le film, je trouve qu'il emprunte beaucoup à plusieurs registres, notamment du western, mais aussi, moi j'ai trouvé énormément à la scène
de l'opéra de Verdi finalement. Dans la façon dont on rentre dans l'arène, il y a les gardes qui sont en carré, on se croirait dans un opéra, et notamment parmi les scènes finales, on pourrait imaginer que ce sont tous les chanteurs de chœur qui ont été présents dans tous les actes de l'opéra qui se réunissent, qui font chantons pour Maximus, qui va porter son corps, et il y a ce côté très théâtral, très opéra. C'est pas un space opéra comme Star Wars l'est, mais c'est plutôt un scène d'opéra, vraiment un opéra pas de cap et d'épée, mais de cap et de sandales, quoi. C'est assez génial dans la façon dont c'est représenté, y compris la bataille de Carthage qui est clinquante, qui est pleine d'or, et des chars à faux que les Romains n'ont jamais utilisés, et encore moins la bataille de Carthage. Mais après, ce qu'on voit, c'est quand même une victoire romaine, c'est-à-dire que tout de suite Maximus reprend son rôle de général. Il dit si vous voulez vivre, il va falloir écouter les ordres. Il y en a un qui est un vétéran, qui a combattu avec lui au niveau du Danube. Et puis, voilà, c'est une sorte de tortue. Il les fait manœuvrer. Et voilà. Après, il monte à cheval et puis il commande. Donc, en fait, on a une victoire romaine. Ouais, on a cette espèce de processus de révélation de lui-même où il repasse finalement d'esclave gladiateur à esclave général déchu, et il reprend sa majesté de commandant, de chef de guerre, en se combattant avec un glaive à la main, en dirigeant son cheval, comme un général le faisait dans la première scène du film. On écoute évidemment le moment où Maximus enlève son casque, révèle son identité, petit extrait du film. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance, in this life or the next. Ce moment où il enlève son casque, au passage, Clément, je me suis demandé, vous qui connaissez bien l'archéologie militaire, ce casque très particulier que porte Maximus, est-ce qu'on est sûr qu'il a des équivalents antiques, ce casque qu'il porte dans l'arène ? On est sûr qu'il n'en a pas. En fait, ce qui est intéressant dans l'armement, c'est qu'il y a à la fois des moments où globalement on est dedans. La tenue des légionnaires au début du film, ce sont des lorica segmentata, donc vraiment des armures impériales assez classiques. Il y a des côtes de mailles. Bon, mais il y a quand même des gros mélanges. C'est-à-dire que dans la façon de se servir des armes, dans la façon de se battre des légions, dans la première scène, tout de suite on charge et on se bat à l'épée. Non, on se bat pas comme ça à l'épée au contact au corps à corps. D'abord, on passe un certain temps à envoyer les archers devant les légionnaires, puis les frondeurs, ou les frondeurs et les archers. Puis il y a toute une phase au cours de laquelle les premiers rangs de la Légion mitraillent les lignes ennemies avec des pilades, donc le pilum, qui est l'arme vraiment par excellence de jet du légionnaire romain, qui est fait pour entraver, paralyser l'infanterie de ligne de l'adversaire, qui n'est pas une infanterie qui court comme ça dans la plaine, mais qui vraiment se tient avec des boucliers. Il y a un usage du roulement, de la cohorte, normalement, qui devrait avoir lieu, ce n'est pas le cas dans le film. Bref, l'équipement des prétoriens est relativement, on va dire, ok. Le casque du prétorien est ici décalqué d'un casque découvert en Germanie, il me semble, mais il y a quand même pas mal d'innovations, d'inventions visuelles, dont le but est de créer une identité graphique au film, pour le merchandising, pour les posters, pour la photo, tout simplement, du film, ce qui fait qu'on a quand même quelques aberrations entre guillemets, du point de vue de l'équipement militaire. C'est une identité visuelle qui est, on l'a dit, très inspirée aussi par la peinture académique et pompière du 19e siècle, très inspirée par un univers, pas seulement visuel d'ailleurs, mais aussi on pourrait dire visuel et moral. La présentation de Rome, elle est intéressante parce qu'elle rejoue à fond toute une série de clichés sur la décadence romaine. Alors c'est un cliché qui en lui-même est complètement éculé, qui est encore plus éculé sans doute pour les années 180. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire de la représentation de la société romaine, d'une Rome corrompue, d'une Rome décadente, d'une Rome pleurant un passé plus simple et pur, etc. C'est la deuxième moitié du film qui est moins rythmée à mon sens que la première, moins réussie de mon point de vue, mais en tout cas on insiste beaucoup sur toutes ces thématiques et toute cette vision d'une Rome décadente. Vivien? Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est tôt pour faire commencer la fin de l'Empire romain à l'époque des Antonins. Bon, en même temps, on l'a dit, Gladiator, c'est le remake d'un film qui s'appelle La chute de l'Empire romain. C'est-à-dire que cette idée de faire commencer la fin avec le passage de Marc Aurèle à Commode, elle est quand même ancienne. Et d'ailleurs, l'ouvrage de Gibbon, Decline and Fall de l'Empire romain,
ça commence en 180. C'est-à-dire que ça commence vraiment avec Marc Aurèle, parce que Marc Aurèle, il arrive juste après Antonin le Pieux, règne de paix, où il se passe rien, tout va bien, prospérité économique. Voilà. Et après, on a un Marc Aurèle qui, certes, est l'empereur philosophe très idéalisé, voilà, le philosophe aux commandes, qui va faire la guerre parce qu'il le faut, et non pas parce qu'il est dans une guerre de conquête. Mais malgré tout, c'est la catastrophe. Le règne de Marc Aurèle, c'est des guerres continuelles, c'est la peste antonine, qui rapportait d'Orient et puis qui se répand dans l'Empire romain. C'est des catastrophes naturelles. Et puis après, pour la première fois, le fils succède au père, Commode, et puis donc c'est le monstre de fin de race qui est décrit par les sources sénatoriales. Donc ça aussi, même si c'est une vision qui est très fausse et très construite a posteriori, ça peut être considéré comme un moment, effectivement, où après, plus rien ne sera comme avant, et puis on est dans cette petite histoire, donc apogée, déclin, qui est un schéma, du coup, assez ancien pour lire l'histoire romaine. Mais cette dénonciation du déclin, de la décadence, en fait, elle existe déjà. Juvénal, par exemple. Juvénal, c'est l'auteur de la formule du pain et des jeux. Donc lui, il est à la toute fin du 1er siècle, début du 2e siècle, et quand il dit le peuple romain, qui jadis était un grand peuple, maintenant c'est du pain et des jeux, et puis il est content. Il est déjà dans une dénonciation du déclin du peuple romain. Et quand on regarde Salluste, on est à la fin de la République, on est dans les années 50 avant notre ère, il est déjà en train d'expliquer que Rome a été corrompue par l'argent, par l'Orient, etc., et que rien ne va plus. Alors que lui-même n'était pas le dernier sur les pots de vin et sur les extorsions, mais... En effet, mais bon, là, il s'était retiré. Il avait été retiré par César, un peu de force. Mais bon, donc on a... c'est quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui, ce discours... décliniste en disant et c'était mieux avant, et à Noël on avait des oranges, une bonne guerre ça ferait du bien. Ce discours qu'on entend en fait très très régulièrement, on s'aperçoit quand on regarde des sources anciennes qu'il est tenu quasiment à toutes les époques. Même au IVe siècle à Athènes, on entend déjà, je crois, Platon ou Socrate se plaindre que les enfants ne respectent plus leur père, que l'autorité est abolie, etc. Ce qui est intéressant, c'est que si on veut avoir un point de vue scientifique un peu moderne sur cette question de quel est le turning point vraiment de l'Antiquité tardive, du début de la fin. On a 2 livres intéressants qui sont sortis récemment. C'est la biographie de Marc Aurèle par Benoît Rossignol, une énorme somme de 700 pages qui vraiment ne se limite pas à la question de l'empereur philosophe, mais qui traite le règne de Marc Aurèle comme un ensemble historique extrêmement complexe, et notamment Benoît Rossignol qui a fait la préface d'un livre de Kyle Harper, comment l'Empire romain s'est effondré, sur les épidémies, sur la question biologie, épidémie, paléodémographie de l'Empire romain tardif, et qui remonte justement aux origines de cette crise économique qui va traverser Rome, de cette crise climatique aussi, et de cette crise sanitaire, c'est un peu l'année pour en parler, avec la peste antonine, qui a fait des millions de morts dans l'Empire romain, en Orient, en Occident, et dont probablement Marc Aurèle serait peut-être d'ailleurs lui-même mort, finalement, en 180. Et oui, il y a l'ouvrage aussi de Claire Sautinel dans la collection Belin sur la fin de Rome. Exactement. Qui revient très bien là-dessus, et d'ailleurs dans l'épisode de Paroles d'Histoire, si vous avez la flemme de lire le manuel, elle revient très bien sur ce débat historiographique de la fin de Rome, du début de la fin, quelles sont les causes, quand est-ce que ça commence. Et les anglo-saxons eux-mêmes ont tendance à mettre le début de la fin assez tôt finalement, soit au règne de Septime Sévère, soit vaguement au règne de Dioclétien. Mais en tout cas, en général, à partir des années 230, pour les anglo-saxons, on est clairement dans la fin, quoi. On est vraiment dans un autre monde que celui du Haut-Empire. Et la question de savoir, est-ce que c'est la décadence morale des souverains, ou est-ce que c'est la corruption du peuple, de la société en tant que telle, qui est à l'origine de la fin, c'est un vaste débat. Gaibon disait que c'était le christianisme qui avait causé la déchéance de l'Empire, parce que c'était une religion de faible, une religion de paix. Voilà, c'est tout un débat qui est au moins aussi vieux que la chute de Rome. Cette chute de Rome, elle s'intègre dans un discours plus général du film, qui est d'ailleurs pas évident à cerner, puisqu'évidemment un film parle du passé, mais il en parle aussi pour parler du présent, et le discours politique du film, le discours moral du film, et je trouve pas entièrement évident à comprendre. Que dit le film politiquement, que dit le film sur le spectacle, la violence, l'héroïsme, la restauration de la République par rapport à l'Empire, le pouvoir, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce film, si on prend un peu de distance et qu'on essaye de se demander
ce que Ridley Scott a voulu montrer. Comment on peut essayer de l'interpréter, Clément ? Alors moi j'ai quand même pas mal revisionné des scènes de détail, notamment parce qu'il faut savoir que le film a une version courte et une version longue, et toutes les scènes n'apparaissent pas dans la version courte naturellement, et dans la version longue notamment, mais pas que, il y a un certain nombre d'évocations. Moi je pense que un des propos du film de Scott là-dedans, c'est de dénoncer la montée du fascisme, même si Ridley Scott est probablement pas un antifasciste convaincu ou un anarcho-communiste comme il en serait plein. Oui, et je pense que si vous avez l'occasion d'écouter le commentaire audio de Ridley Scott sur la version DVD du film, c'est assez inquiétant, parce qu'en fait Ridley Scott s'identifie complètement au spectateur romain et au goût de la violence. Et j'aurais adoré vivre à Rome, j'aurais adoré voir ça. Enfin, on n'a pas quelqu'un effectivement qui serait dans la pure dénonciation, même si son film peut éventuellement montrer ça. Et oui, il y a cette scène où notamment l'Adventus, l'arrivée de Commode, donc l'Adventus, c'est cette cérémonie au cours de laquelle un nouvel empereur ou un empereur revenant de campagne militaire donc rentre dans la ville. C'est une scène qui architecturalement est aberrante. Elle se passe sur la place Saint-Pierre de Rome. Vous avez cette grande place circulaire réalisée par le Bernin où Commode arrive devant on ne sait quel palais impérial ou Sénat. Il n'est pas là, on voit pas le Colisée depuis la place. Enfin bref, c'est un peu. Et dans cette scène, on y voit vraiment un peuple romain discipliné, encarré. On pourrait croire en fait à Nuremberg. Mais non seulement on pourrait le croire, mais Ridley Scott explicitement a dit qu'il avait repris des séquences de Leni Riefenstahl et du Triomphe de la volonté, donc ce qui n'est pas anodin non plus du point de vue de l'ancrage idéologique et cinématographique. Mais là, je pense que pour le coup, qu'il veut que c'est une critique de sa part, un peu comme quand on a ça dans Star Wars ou quand on a ça dans Game of Thrones avec Daenerys à la fin. C'est une manière de dire le souverain tellement, enfin voilà, qui est tellement cinglé, et du coup on reprend les codes effectivement de rassemblement nazi. Pardon Clément, je t'ai coupé. Et à un moment donné, on a une discussion entre Lucilla et le sénateur Gracchus, une discussion secrète, cachée dans la demeure de Gracchus. On ne sait pas pourquoi il s'appelle juste Gracchus, mais enfin bref, peu importe. Et avec ce sénateur, ils disent que on arrête même les étudiants, les chanteurs, les musiciens, comme si finalement on se retrouverait dans n'importe quelle ville de l'Europe totalitaire, avec des régimes autoritaires, des régimes de force brutaux qui arrêtent les contestataires, les chansonniers et autres qui peuvent éventuellement menacer le pouvoir. Et c'est vrai que dans le film Gladiator, cette évocation d'un complot de Lucilla, la sœur de Commode, elle se base sur un vrai complot au cours duquel Lucilla a pris part et dont le but était effectivement de renverser Commode pour éventuellement placer ses enfants ou quelqu'un d'autre au pouvoir. Et Lucilla a fini beaucoup moins heureuse que dans le film Gladiator puisqu'elle est exilée à Capri et exécutée. Et donc voilà, il y a cette espèce d'introduction d'un pouvoir qui réprime les étudiants, qui réprime les chansonniers, les paroliers, les gens du peuple qui veulent exister, et cette volonté de Commode de chanter les institutions traditionnelles, républicaines, de représentation populaire en supprimant le Sénat. Il y a un discours qui est un peu maladroit de la part de Ridley Scott, qui vise à faire de Commode l'archétype du souverain fasciste. Oui, pour rebondir sur le personnage du sénateur Gracchus, qui est le personnage, le seul le politicien positif qui peut du coup incarner l'espoir d'une Rome plus républicaine, enfin en tout cas moins dans l'arbitraire de l'empereur Commode. Avec un nom au passage choisi à ce propos. Exactement. Gracchus, c'est Gracchus, c'est les deux tribuns de la plèbe grecque de la fin de la République, qui on va dire, pour le dire très très simplement, et c'est donc du coup faux, mais qui représentent les gens qui vont prendre les intérêts du peuple contre les intérêts des conservateurs. Même si c'est excessif de dire ça, vu les origines très aristocratiques des Grecs. Et puis, Gracchus, c'est aussi dans Spartacus, le péplum de 1960, enfin dans ces années-là, c'est le nom du gentil romain. On a le méchant romain qui est Crassus, et puis il y a le gentil romain qui s'appelle Gracchus. Et ça peut aussi expliquer pourquoi Ridley Scott est allé pêcher un Gracchus alors qu'on connaît personne qui s'appelle comme ça à cette époque-là. Et le sénateur véreux qui est toujours avec Commode, c'est Falco, c'est le faucon. Et l'autre sénateur gentil qui est un peu à côté de Gracchus, c'est Gaius, simplement Gaius. Alors sur les noms d'ailleurs, on a dit que ces noms étaient parfois un peu étranges, notamment Maximus Decimus Meridius. Est-ce que ça fonctionne comme tria nomina romaine ? C'est pas dans l'ordre quoi. Non, c'est pas dans l'ordre. Decimus, ça peut tout à fait être un prénom. Meridius, un nom de famille, parce que les noms de famille, donc ce qu'on appelle le gentilis, le nom de gens, il est en IUS. Et puis Maximus, c'est un surnom, donc on peut être appelé, on est souvent appelé par son surnom, par son cognomen. Donc on l'est appelé Maximus, ça pourquoi pas.
mais son prénom devait être Decimus Meridius Maximus. C'est pas mal d'ailleurs l'extrait qu'on a écouté là, où il donne son nom, qui est une des répliques mythiques effectivement du film, parce qu'on a quasiment l'impression de lire une inscription. C'est-à-dire que je suis je sais plus dans quel ordre il le dit, mais bon, Decimus Meridius Maximus. Maximus Decimus Meridius, général en chef des légions Félix, et puis voilà, commandant des armées du Nord. Le déroulé du cursus, c'est-à-dire le déroulé de sa carrière, commandant de ceci, et puis après donc on bascule dans le personnel, père d'un fils assassiné, époux d'une fille assassinée. Mari d'une femme assassinée. Mari d'une femme assassinée, et donc j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Mais c'est vraiment intéressant de voir comme ça commence vraiment comme un formulaire épigraphique. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai repéré visuellement, outre la violation totale de la façon de l'onomastique romaine, à un moment donné, il y a une scène où il y a Commode sur son trône et il y a un médaillon sur le dossier de son trône qui reprend sa titulature, et il y a une coquille. Il y a marqué Marcus Aorp. Ils ont oublié un point, une interponction parce qu'en fait son titre d'après c'est Pontifex Maximus, donc PM, et puis après Pater Patriae. Donc il y a eu une tentative quand même de décrire la titulature impériale exacte de Commode, Lucius Aurelius Commodus, Augustus Filius, etc. Bref, sa titulature quoi. Mais il y a une coquille, ce qui montre que la préoccupation des créateurs du film sur ce qu'est l'onomastique romaine, le nom, la façon dont on nomme les gens, c'est complètement au deuxième plan, voire même au troisième ou quatrième plan. Et il paraît qu'il y a même un conseiller historique du film qui aurait démissionné en cours de tournage, mais j'ai pas réussi à savoir qui. En tout cas, c'est pas très étonnant, c'est pas très grave non plus, puisqu'après tout, on peut faire des films très intéressants sans toujours être exact. Non, bien sûr. Et puis le Colisée, par exemple, si on s'arrête 2 secondes sur la restitution architecturale qui en est faite, le Colisée, il est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il aurait pu être massacré de 1000 manières. Là, on a bien les 4 niveaux. Le théâtre motive. Avec la hiérarchie des ordres architecturaux, donc ordre toscan, ordre ionique, ordre corinthien, et puis l'attique qui est au-dessus. La représentation du Velum, donc ce toit, il est plutôt, c'est plutôt bien fait. Bon, certes... C'est les moyens de l'époque, mais ça c'est tout à fait surtout correct. À une époque où les moyens numériques sont un peu balbutiants, même si on commence, mais on est juste avant le Seigneur des Anneaux, on est quelques années après Titanic, Avatar est pas encore là, la prélogie Star Wars non plus, et donc il y a tout un tas de films qui ont fait énormément de progrès sur la représentation des foules, la représentation des grands espaces, des grands édifices. Et clairement, Gladiator, de ce point de vue-là, se pose en précurseur dans les CGI, dans les effets visuels, avec quelques ratés, indéniablement, mais avec en tout cas une ambition de monumentalité qui est servie. Pour revenir à cette vision politique, il y a une scène qui m'a toujours interrogé, c'est l'une des scènes les plus fameuses du film, c'est ce deuxième combat en Afrique du Nord, lorsque Maximus massacre tout le monde, et puis ensuite, devant la foule sidérée, lâche « Are you not entertained ? Est-ce que vous n'êtes pas venu pour voir ça ?» Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? Parce qu'on peut la lire de différentes manières, me semble-t-il. Il y a d'un côté la lecture, sans doute, des spectateurs qui finissent par l'acclamer et qui sont ravis de voir cette violence, mais on a aussi l'impression que Maximus, finalement, essaie de se débarrasser de sa violence, essaie de ne pas livrer combat, d'aller le plus vite possible pour tuer les gens le plus vite possible, en montrant, regardez cette violence, c'est ça que vous êtes venu voir, vous êtes venu vous repaître de cette violence, et je vais vous montrer que c'est pas un spectacle, que c'est quelque chose de beaucoup plus sombre, et il s'attend pas, en fait, à ce qu'on l'applaudisse. Et on l'applaudit, et il se rend compte, finalement, qu'il peut créer un lien avec cette foule, mais il y a presque une manière ici avec laquelle Ridley Scott condamne cette réaction de la foule avide de sang, alors que on essaierait de lui montrer, on essaierait de lui faire comprendre par cette violence brute qu'il n'y a rien là de réjouissant. Et ce Are You Not Entertained, il a finalement quelque chose d'assez foncièrement ambigu. En tout cas, c'est ma sensation en regardant cette scène, Vivien. Oui, je suis d'accord pour dire qu'en fait, il y a une vraie confusion sur ce sujet, et je suis pas sûr que du coup, il y ait un choix clair. On a l'impression, Maximus lui-même ne sait pas. Il est normal qu'il y ait un temps entre le moment où il passe de général commandant des troupes en Pannonie à esclave. Et au début, il veut pas se battre. Très bien. Mais finalement, ça va assez vite, le moment où il décide, très bien, je vais me battre, et il assume son rôle d'esclave, de gladiateur, très facilement. Et là, il y a quand même un sérieux manque de réalisme. Et il passe très brutalement quand même, il accepte son sort, parce que, en fait, Proximo lui dit, si tu veux atteindre l'empereur, il faut faire couler le sang, gagne la foule. Et du coup, cette question... Elle n'est pas du tout réglée, elle n'est pas du tout traitée, et on ne sait pas ni ce que pense Ridley Scott, ni ce que pense Maximus de cette histoire de faire couler le sang, du spectacle du sang. C'est vrai.
Moi, je pense qu'il y a aussi une façon dans cette transition pour Maximus de montrer que c'est un très bon combattant individuel parce qu'il a une formation militaire et que ce sont deux métiers différents de tuer parce que c'est ce qu'on nous ordonne de faire au front, de tuer avec une organisation militaire, avec une armée légale, tous les habillages de la légitimité militaire qui permettent de tuer des gens au combat, parce que c'est la guerre, c'est la guerre, donc c'est juste. Du coup, cette façon de se battre un peu plus spectaculaire, qui va être le combat de gladiateur. Maximus, c'est un tueur efficace, c'est un tueur qui est pas là pour faire le show, et donc au début, c'est un tueur efficace, et en gros, il essaye de montrer à la foule ce que c'est que vraiment la guerre, mais il échoue. Il y a cet échec de Maximus de pouvoir montrer au commun qu'il se fantasme le combat comme quelque chose de drôle et de génial, alors qu'en fait les horreurs de la guerre, ils n'en ont jamais vu un seul morceau. Ce qui est en partie faux aussi, puisque, encore une fois, comme on le disait pour la série Rome, la vie civile, c'est aussi la vie militaire. Les citoyens romains sont aussi des soldats, sont aussi destinés à servir sous les drapeaux au cours de leur vie, pour l'essentiel. Ils doivent avoir une éducation aux armes, ou en tout cas, ils peuvent participer à la Légion comme beaucoup. Et même si on est aux confins de l'Empire, et même si... on n'est pas censé être dans une zone où il y a une majorité de citoyens romains. Des armées, ils en ont vu, des guerres, il y en a eu, et savoir ce qu'est l'armée, ça ne pose pas de problème normalement à un citoyen romain ordinaire. Est-ce que pour finir, il y aurait une scène ou un moment du film, soit dont on a déjà parlé, soit éventuellement, c'est un film très long dans sa version effectivement de plus de 2h30, un moment, soit que vous trouvez particulièrement réussi, soit au contraire, où vous dites là, il y a vraiment un gros problème dans la représentation de ce qu'était le monde romain. Est-ce qu'il y a un moment comme ça que vous voudriez faire ressortir après ce revisionnage ensemble ? Moi, j'aime particulièrement les scènes où on voit Joaquin Phoenix qui donne tout le caractère du rôle de Commode, même si on est bien d'accord que c'est tout à fait éloigné de ce de l'empereur qu'a pu être Commode. Je trouve qu'on a vraiment là un excellent jeu d'acteur. Par exemple, la scène où Commode regarde son neveu Lucius dormir, il le regarde, il dit pas grand-chose, mais il arrive à instaurer une ambiance qui est très pesante. Il y a sa sœur Lucilla qui arrive et qui est très inquiète. On voit du coup Commode regarder cet enfant dormir et il dit il dort si bien parce qu'il est aimé, et sans qu'il ait besoin de rajouter quoi que ce soit, on sent très bien qu'en fait Commode n'a pas été aimé par son père et qu'il est prêt peut-être à assassiner, à étrangler cet enfant qui lui dort paisiblement parce qu'il est aimé. Et je trouve que le jeu d'acteur est très bien rendu, et ce que j'apprécie au-delà du jeu d'acteur, c'est du coup de voir à quel point on porte en 2000 la propagande sénatoriale, c'est le psychopathe, tueur d'enfants, relation incestueuse avec sa sœur. C'est-à-dire qu'on relaie les ragots de Suétone et compagnie encore aujourd'hui. Je donnais un cours la semaine dernière, sur cette période-là. Et il y a un étudiant qui m'a demandé, mais ils étaient tous fous alors, les empereurs ? Parce que c'est très efficace en fait, ce que nous ont laissé ces auteurs antiques, et ça marque durablement. On pourrait pas faire un film grand public qui expliquerait que Commode, c'est plus complexe que ça, et que c'est quelqu'un dans la continuité de Marc Aurèle. Ce serait difficile de... Même s'il allait quand même parfois se battre dans l'arène, mais il était un peu spécial quand même. Peut-être, oui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des monnaies de lui où il se fait représenter sous les traits d'Hercule, mais c'est pas le premier à développer une assimilation à un demi-dieu. Était-il cinglé ? On ne pourra pas faire un film hollywoodien. En revanche, une série Netflix sur les Antonins, je pense que s'ils nous écoutent, on serait ravis de contribuer à une telle réalisation. Clément, est-ce qu'il y a une scène dans le film qui vous marque particulièrement ? Moi, je pense que c'est une scène qui est que dans la version longue. C'est celle où Commode a compris que, il a rencontré Maximus dans l'arène, il lui a dit qui il était, qu'il allait se venger, et donc il comprend que l'ordre d'assassinat qu'il a proclamé juste quelques heures après la mort de Marc Aurèle, que quelqu'un a essayé de l'appliquer cet ordre, mais que Maximus s'est échappé et que quelqu'un lui a menti ensuite. Quand on lui a dit c'est fait, Maximus est mort. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait, Commode ? Il décide de faire condamner à mort les soldats qui ne lui ont pas dit que l'exécution de Maximus avait échoué. Il les attache à un poteau. Il y a une scène dans une cour où Commode a des archers qui vont s'apprêter à à exécuter, un peu comme un peloton d'exécution avec des fusils qu'on pourrait voir au 19e ou au 20e siècle. Et Quintus, donc, qui est l'ancien ami de Maximus et qui est devenu préfet du prétoire, donc chef de la garde prétorienne, qui sont là et qui assistent donc à cette scène d'assassinat. Et c'est le moment où Quintus en fait se renverse
dans le camp de Maximus, puis qui comprend que Commode n'a aucune façon de considérer ce qu'est l'honneur, la fidélité, ils ont pensé bien faire leur travail, etc. Et donc on a Commode... Alors que Quintus est un tel modèle d'honneur et de fidélité... Tout à fait, Quintus qui a juste obéi aux ordres comme n'importe quel directeur de camp de concentration, il a fait massacrer Maximus, son ancien ami, enfin bref. Et dans cette scène-là, en fait, on a un mode de mise à mort qui n'est absolument pas romain, qui en fait est un emprunt à Jacques de Voragine, hein, qui parle du martyr de Saint-Sébastien, fléché par les archers de Dioclétien. En réalité, probablement que pour une mise à mort de soldats romains, on n'aurait jamais procédé comme ça, on n'aurait jamais procédé avec un peloton d'exécution d'archers comme on aurait mis des carabiniers pour exécuter de prisonniers dans une arrière-cour de prison. Bref, cette façon de représenter l'exécution sommaire à la façon très contemporaine, moi j'ai trouvé ça drôle, notamment parce que Commode se situe entre les deux poteaux d'exécution et les flèches, comme par hasard, viennent taper pile poil au cœur de la poitrine des prisonniers, enfin des condamnés, et le sang éclabousse Commode comme le sang de la bête éclabousserait le sacrifiant lors d'un rite religieux. Et j'aime bien cette scène parce que ça parachève, je pense, le personnage de Commode comme avide de sang, de mort, et qu'on avait déjà quand il tire la langue pendant la bataille de Carthage, et ça annonce tout de suite que la suite des événements sera dure, ce sera violent, parce que Commode a éventé le complot, qui déjà l'a fait passer pour un abruti, puisque même au premier jour de son règne on lui a menti, et qu'on lui mentira en fait toujours. Ça prouve une nouvelle fois qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à un film historique, même et surtout quand il est très loin de la réalité historique, parce qu'évidemment, ce qui compte est ce qu'on en fait. Et donc, c'est un peu le bilan qu'on peut tirer de ce Gladiator. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve évidemment dans d'autres épisodes du podcast. On avait ensemble parlé d'Alésia et de la série Rome. Vous pouvez les retrouver sur le site parolehistoire.fr. Très bonne continuation, très bonne rédaction à Clément. On a hâte de lire ça. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.